Welcome this afternoon, and welcome to Julie Sermon for a lecture. Julie Sermon has written a book that was very important for my research, Mort ou Vif pour une écologie des arts vivants, at which publisher? B42. And so it was very important for me to have her here. Her lecture, as I said, will be in French. So if you feel you need to have the translation, I guess everybody has it now. So I give the floor to Julie. Okay. So thank you for the invitation, and I apologize for giving my talk in French. So you can read it, and it's not. I hope it won't be too trying, and I switch to French. Donc je vais vous parler des approches éco-esthétiques. C'était une demande que m'a faite David. Ça va être assez théorique, mais j'espère pas trop ennuyeux sur cette phase de digestion. L'idée, c'est d'essayer de revenir un petit peu sur depuis quand elles existent, ces approches, quels sont leurs intérêts, mais aussi quelles sont leurs limites. Voilà, ça sera un peu le propos de cette conférence. Et ce qu'on peut appeler éco-esthétique, il y a un effet de réverbération incroyable. Ce que je propose d'appeler éco-esthétique, ce sont toutes les approches qui, depuis les années 70, ont essayé de penser les formes, les pratiques artistiques en allant chercher des concepts écologiques, aussi bien dans l'écologie scientifique que dans l'écologie politique ou philosophique. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler, quand je parle d'éco-esthétique, une des références qui a été importante... une des références qui a été importante dans mon travail, c'est l'essai de Félix Guattari, Les trois écologies. Il considère justement l'écologie dans sa dimension environnementale, elle est aussi liée à des organisations socio-économiques, sociales, et puis aussi à des organisations mentales, donc comment on pense, comment on ressent. Et donc c'est aussi en m'attachant à ces trois niveaux de l'écologie que j'ai essayé de penser les relations entre art et écologie. À partir de ces trois niveaux, l'idée, donc, c'est de se demander que peut faire l'art pour éviter de détruire les écosystèmes autant que faire se peut, mais on va dire que l'art n'est pas le principal contributeur à la destruction, mais comment aussi les formes, les pratiques artistiques peuvent peut-être nous aider à protéger des espaces et des espèces qui seraient menacées. Et si on essaie de le penser à trois niveaux, environnemental, social, mental, on peut se dire qu'il y a déjà le fait de pouvoir adopter des comportements et des mesures qui seraient favorables à l'environnement. Sur le plan de l'écologie sociale, ça serait d'essayer de travailler à inventer d'autres manières de faire société. Qui sont les membres de cette société? Quelle est l'extension qu'on lui donne? Quels sont les droits et les devoirs des membres de cette société? Et puis sur le plan mental, le travail, l'apport des arts, ça serait de contribuer à faire advenir de nouvelles idées, de nouvelles perceptions, de nouvelles représentations qui seraient plus en phase avec la condition qui est la nôtre. Voilà, c'est un peu les grandes idées de cette conférence. Je vais revenir dessus de manière plus détaillée, mais c'était déjà pour vous donner un petit peu les trois principales pistes, en tout cas, à partir desquelles j'ai pu travailler. Je vais procéder en deux temps. Je vais d'abord commencer par vous parler un petit peu d'éco-critique et voir quelle est la spécificité de l'esthétique là-dedans. Et puis, dans un deuxième temps, on s'arrêtera comme ça sur certaines approches et essayer de voir justement quelles sont
quelles sont ces fameuses idées, représentations, perceptions qui ont été valorisées par des penseurs et dans les pratiques artistiques. Donc, pour vous parler d'éco-critique, je repars là d'une anthologie qui date de 1996, qui a été coordonnée donc par Cheryl Blotfelty et Harold Fromm. Et voilà ce qu'elle donnait comme caractéristique générale pour comprendre ce que c'est que l'éco-critique. Et elle rappelait que le propre, ce que partageaient toutes les critiques écologiques, c'était de considérer que la culture humaine est liée au monde physique, qu'elle affecte autant qu'il l'affecte. Donc c'est vraiment travailler sur les échanges, les transferts, les circulations entre le monde des productions artistiques et celui, on va dire, du monde physique ou du monde biophysique. Donc c'est essayer d'étudier quelles sont les circulations, les transformations entre le monde de l'art et le monde réel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Il y a plusieurs types d'échanges entre le monde de l'art et le monde biophysique. Il y a des échanges directs, matériels, et puis des échanges indirects. Les échanges directs, ce sont en fait toutes les matières, les matériaux dont une œuvre a besoin pour exister, d'abord pour être conçue, produite, et puis après pour circuler. On a beaucoup parlé de la spécificité du médium artistique, en parlant des toiles, des pigments, etc., du bois, que sais-je. Mais évidemment, tous ces matières, tous ces matériaux, ils ont un coût, ils ont un impact énergétique, biochimique, tout au long de la production. Il y a l'extraction des matériaux, leur utilisation, et puis après tout ce qui va être, toute l'énergie qui va être nécessaire pour faire exister une œuvre et la faire diffuser. Donc là, en fait, il y a des échanges très directs, un impact très direct entre le monde de l'art et le monde matériel. Du côté de l'esthétique, ce qui va aujourd'hui plutôt m'intéresser, ce sont les effets indirects, immatériels, puisque les œuvres, elles vont façonner des discours, elles vont façonner des représentations, donner forme à des expériences qui viennent orienter la manière dont on perçoit le monde, l'attention qu'on prête aux différents éléments de ce monde, organique, inorganique, humain, non humain, qui nous invite à les considérer comme plus ou moins importants. Voilà, donc ça, c'est tous les effets, on va dire, indirects, immatériels d'une œuvre qui va organiser notre perception et modeler, voire remodeler nos imaginaires et nos sensibilités. J'avais oublié de vous mettre cette petite phrase de résumé, donc c'est ce dont je viens de parler. Je poursuis et je termine avec Blotfelty. Elle dit que voilà, quel est le propre ce que cherche à faire l'éco-critique, c'est de réfléchir aux interconnexions entre la nature et la culture, c'est de réfléchir à la façon dont on négocie les rapports entre humains et non humains. Et ça, c'est une méthode d'approche qui vaut pour n'importe quelle œuvre. Évidemment, ces questions-là, on peut se les poser même à propos d'œuvres qui n'auraient pas des intentions écologiques, de la même manière qu'on peut adresser des questions féministes à des œuvres qui n'ont aucune intention féministe. Et d'ailleurs, c'est souvent assez intéressant de leur adresser ces questions. Donc, l'éco-critique, c'est vraiment un certain type de questions, un certain type d'attention qu'on va prêter aux œuvres. Et l'idée, c'est d'une part, de réfléchir donc à la place qu'occupent, aux formes que prennent, au rôle qu'endossent les mondes non humains dans les œuvres et les pratiques artistiques. Ça, on va dire, c'est de penser le mouvement de la nature vers la culture, si on reprend ces catégories traditionnelles. Et puis, il y a le mouvement qui consiste plutôt à aller de la culture vers la nature, et donc réfléchir à comment les dispositifs, les dispositions que font naître les jeux artistiques, comment ils peuvent impacter, comment ils peuvent agir, rétroagir. Alors, évidemment, pas vraiment sur la réalité biophysique du monde,
mais comment justement on perçoit, comment on se figure le monde, comment on s'y situe. Donc ça, c'était pour l'enjeu général de l'éco-critique. Je voudrais vous parler rapidement d'un autre texte, qui est donc celui de William Rueckert, qui est l'inventeur du mot éco-critique. C'est un texte qui date de 1978, donc c'est important aussi de se rappeler que ce sont des questions en fait qu'on se pose, en tout cas qu'il y a un certain nombre de chercheurs, chercheuses et artistes qui se posent ces questions depuis un moment. Et quand il invente ce mot éco-critique en 1978, c'est avec l'intention, donc dit-il, d'appliquer des concepts écologiques au fait de lire, d'enseigner et d'écrire sur la littérature. Alors, quand il écrit son texte en 78, c'est vraiment parce qu'il a... vous le savez sans doute, hein, les années 70 marquent vraiment l'essor des engagements, on va dire, politiques et sociaux en faveur de l'écologie. Et William Rueckert, qui était un critique et un chercheur littéraire assez réputé, se demande qu'est-ce que lui peut faire depuis son endroit dans les années 70 pour justement participer, on va dire, à l'effort qu'il juge nécessaire, c'est-à-dire alerter le monde sur le risque que l'humanité fait peser sur le reste du vivant. Il part du principe, il dit, la première loi de l'écologie, c'est que tout est relié à tout le reste, et à partir de là, il considère que rien n'est sans effet sur rien. Et donc il dit, puisque tout est relié à tout le reste, même cette chose qui paraît si déconnectée du monde réel que serait la littérature, finalement, réfléchir à comment on peut transformer notre manière de considérer l'œuvre d'art et s'intéresser aussi à comment les œuvres d'art peuvent nous transformer, tout ça finit par agir sur la santé de la biosphère. Avec cette idée, encore une fois, que c'est pas une action, évidemment, c'est pas une action directe, mais puisqu'il n'y a rien qui est déconnecté du reste, voilà, cette idée qu'il est nécessaire, avec modestie évidemment, mais nécessaire d'agir à tous les niveaux de l'écosystème en faveur d'une vision écologique, on va dire, du monde. Il rappelle que donc, c'était déjà en 78 ce qui était affirmé, apparemment selon, si on se fie à Rueckert. Je vous ai coupé un petit... Non, il est là. Les écologistes, même à la fin des années 70, ils alertent sur le fait qu'il faut absolument empêcher l'humanité de détruire la communauté naturelle et du coup la communauté humaine avec elle. Et il considère que du coup il y a un enjeu qui est à la fois pratique et conceptuel, c'est de se dire comment on fait pour ne pas s'autodétruire, c'est-à-dire ne pas détruire le reste du vivant et donc s'autodétruire avec lui. Et il faut trouver des moyens pour que ces deux communautés, la communauté humaine et la communauté non humaine, elles puissent coexister, coopérer et s'épanouir dans la biosphère. Donc ça, on va dire, c'est le problème majeur qui se pose à la fin des années 70, et on peut dire qu'on y est toujours. Et que Rueckert fonde vraiment l'éco-critique pour répondre à cet enjeu, depuis, encore une fois, le monde des arts. Pour lui, il y a deux enjeux. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les arts ? La première chose, c'est, dit-il, promouvoir des visions écologiques. Qu'est-ce qu'il appelle promouvoir des visions écologiques ? C'est soutenir, s'intéresser à des œuvres qui rompent avec la vision anthropocentrique, donc des œuvres qui cultivent plutôt une sensibilité biocentrique, et donc qui viennent remettre en question, en tout cas, qui n'alimente pas, dit-il, la compulsion humaine à conquérir, humaniser, domestiquer, violer et exploiter toute chose naturelle. Donc ça, c'est une première manière de travailler.
Et puis, il y a un truc qui a sauté, pardon. La deuxième piste de travail, c'est, dit-il, de formuler des poétiques écologiques. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est créer des concepts, développer un vocabulaire critique, théorique, qui justement permet de penser différemment les œuvres, qui va nous permettre de les penser, ces œuvres, de manière écologique, et puis peut-être au-delà des œuvres, de penser écologiquement le monde. Voilà, c'est un petit peu les deux choses qu'on a évoquées, et pour faire justement aussi un lien avec le travail de David, hein, c'est aussi se dire, tiens, comment dans la manière qu'on a, par exemple, de se mettre en retrait, comme en parlait Augusto ce matin, comment on essaie de moins participer, comment on essaie de négocier le retrait. Voilà, on peut dire que c'est une manière comme ça. Alors déjà, le fait de nommer les choses ainsi, ça nous fait lire l'œuvre d'une certaine manière. Et puis, une fois qu'on l'a nommée ainsi, ça nous invite aussi peut-être à appliquer après ces manières d'être plus largement dans le monde. C'est bon au moins pour ceux qui parlent français. Voilà, donc ça c'était les deux pistes de Rueckert. Quelques mots maintenant vraiment sur comment ça s'applique au milieu théâtral. Donc dans Mort-ou-Vie dont parlait David, j'ai identifié 3 principales manières d'articuler art vivant et écologie. Première manière, donc je l'ai appelé le nouage pragmatique pour 2 raisons. Déjà, puisque les pragmatas, hein, c'est ce qui renvoie au faire artistique, c'est vraiment le domaine de l'action. Et donc là, l'idée, c'est de se poser vraiment des questions très concrètes de justement son impact environnemental. Donc, là, je pensais au théâtre, mais bon, ça vaut évidemment pour d'autres pratiques artistiques. Hein. Donc, dans quel lieu joue-t-on? À quels matériaux, quelles techniques de construction recourt-on? De quel mode de stockage et de transport a-t-on besoin? Pour quel calendrier de production? Quelle logique de diffusion opte-t-on? Ça, c'est des questions hyper classiques que n'importe quel artiste se pose quand il commence ou elle commence à faire une œuvre. Ce qui change, en tout cas, c'est le deuxième aspect de ce nouage pragmatique, c'est qu'on va se poser ces questions en prenant en considération l'impact environnemental. Donc je disais nouage pragmatique en référence à la philosophie pragmatiste, et donc je vous ai mis une citation de Pinière et Stengers, hein, qui disent que la philosophie pragmatiste, ou le pragmatisme, c'est un art des conséquences, un art du faire attention. Donc c'est une conception, le pragmatisme, c'est un courant de la philosophie morale qui agit non pas parce qu'il y aurait des principes gravés dans le marbre ou dans le ciel des idées, mais parce qu'on essaie toujours de mesurer l'impact de son action et de faire en sorte qu'elle soit bénéfique si possible, et en tout cas la moins nocive ou la moins toxique possible. Voilà, donc ça, on va dire, ce sont des questions qui se posent aujourd'hui aux artistes et à toutes celles et ceux qui les accompagnent, mais c'est des questions qui se posent dans tous les milieux professionnels, hein. Il n'y a pas de spécificité réelle sur ces enjeux-là. La deuxième... La deuxième, pour essayer de garder à peu près le temps prévu, la deuxième nouage, celui que j'ai appelé thématique, tout simplement parce que là, ça revient à s'intéresser au contenu, aux histoires qui sont racontées, aux propos qui sont donnés à entendre dans les œuvres. Donc là aussi, hein, les questions sont classiques. Quels sont les sujets qui sont abordés, quelles sont les histoires racontées, quels points de vue sont donnés à entendre. Et puis, le présupposé étant justement que ce ne sont pas simplement des humains, peut-être. Et puis, ça porter une attention vraiment aiguë aux agents, aux environnements, aux situations qui sont représentées, qui sont mises en jeu. Donc là aussi, encore une fois, ce sont des questions tout à fait classiques. Mais l'idée, c'est de voir, encore une fois, comment les mondes non humains sont présents ou pas dans les œuvres, et est-ce que ça va
qu'est-ce que ça vient modifier est-ce qu'on a des formes plutôt, donc je disais non anthropocentrées, c'est-à-dire vraiment dans l'idée où on aurait imaginons, des formes spectaculaires dans lesquelles les humains ont complètement disparu de la scène, ça existe, ou plutôt des formes désanthropocentrées, c'est-à-dire des formes où les humains sont plutôt décentrés, où on s'intéresse aussi aux liens entre humains et non humains, on va rééquilibrer un petit peu les présences. Voilà, donc ça, ce sont aussi s'intéresser aux nouveaux, aux récits en fait qui peuvent être faits de nos relations entre humains et non humains. Troisième nouage, et c'est surtout celui-là dont David avait envie que je parle a priori, qui est le nouage que j'ai appelé esthétique. Donc je vous ai remis l'étymologie. Esthésis, c'est la sensation, la faculté de percevoir et de comprendre par les sens, et donc pas seulement par les mots, on va dire. Et donc là, l'idée, c'est d'essayer de comprendre comment, dans l'organisation même de l'expérience sensible, que constitue une œuvre, un spectacle, il y a quelque chose qui va pouvoir venir modifier nos sensibilités. Alors ça, c'est une dimension plus hypothétique. Je vais en reparler ensuite. Mais là aussi, une idée un concept qui m'a incité à travailler dans ce sens, c'est les analyses et la pensée plus généralement de Jacques Rancière, qui est un philosophe français qui travaille notamment sur la notion de partage du sensible. Et donc cette idée qu'une œuvre d'art a pour effet justement d'organiser différemment notre écoute, notre regard, qu'elle va distribuer autrement les rapports entre ceux qui font et ceux qui ne font pas, ceux qui disent et ceux qui ne disent pas, qu'elle va décaler nos attentes, modifier nos attentions. Donc voilà, c'est à partir de cette idée de partage du sensible que j'ai essayé de réfléchir aussi à comment les œuvres peut-être pouvaient remodeler nos imaginaires, nos sensibilités par ce travail des formes. C'est abstrait, ça va normalement l'être moins quand je vous donnerai des exemples après. Mon point de départ, ça a été, et là aussi j'expliquerai ensuite pourquoi pourquoi je suis revenue là-dessus, mais déjà je vous dis de quoi je suis partie. Une des premières hypothèses de travail, c'était cette notion de forme symbolique. Donc Panofsky, c'est un historien de l'art. Il avait écrit cet essai qui s'appelle « La perspective comme forme symbolique ». Et il montre comment, à la Renaissance, la représentation en perspective, elle a toujours existé, mais elle devient prédominante et presque exclusive à partir de la Renaissance. Et il essaie de comprendre, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là. Alors il ne dit pas que c'est la Renaissance qui crée la perspective ou c'est la perspective qui crée la Renaissance, il dit juste que ça marche ensemble. Qu'est-ce que ça fait la perspective? C'est une représentation centrée sur la perception de l'œil humain. Tous les plans vont être hiérarchisés en fonction de ce point de vue, et c'est donc un modèle de représentation qui accompagne la modernité humaniste, qui soutient du coup ce qu'on appelle le grand partage entre nature et culture, et puis qui va soutenir aussi, avec cette prédominance de l'œil et de la perception humaine, qui va soutenir toutes les conquêtes techniques et coloniales qui vont marquer la modernité humaniste, enfin la modernité occidentale à partir de la Renaissance. Voilà, là c'est vraiment Panofsky en 2 minutes. Et du coup, je me suis dit, puisque la perspective a été cette forme symbolique qui a accompagné la Renaissance et tout ce dont je viens de parler, alors peut-être que passer à un âge écologique, ça serait passer à l'après-perspective, et donc se dire, ça serait quoi les formes symboliques post-perspective. C'était ça un peu mon endroit de travail. Voilà pour l'instant. Je vous parle maintenant de 2-3 personnes qui ont essayé de travailler aussi dans cette forme esthétique, sans se référer du tout à la perspective de Panofsky. Premier chercheur, c'est Lawrence Buell, donc qui est un chercheur américain et qui a travaillé notamment sur Thoreau,
donc l'auteur de Walden, l'auteur aussi de la notion de désobéissance civile. Et il a forgé cette idée de l'imagination environnementale. Donc ça, c'est pareil, hein, il écrit ce livre en 1995. Je passe assez vite sur ça. Là aussi, ce qu'il dit en 95, ce qui est intéressant, c'est que pour vraiment s'engager dans des actions, enfin, s'engager concrètement dans le tournant que requiert la situation écologique, il faut complètement réviser nos valeurs, nos imaginations. Donc ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Donc c'est juste pour ça, c'est mon côté universitaire. J'aime bien rappeler qu'en fait, il y a d'autres gens qui l'ont dit avant. Et puis voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous dit beaucoup les nouveaux récits, les nouveaux imaginaires. C'est juste pour dire que ça fait un moment en fait qu'on parle de ces nouveaux récits, de ces nouveaux imaginaires. Ce qui est à la fois un peu désolant, mais aussi de se dire qu'il y a quand même quelque chose d'important à faire. Et là où c'est pas complètement désolant, c'est qu'en 95, il y avait relativement peu de personnes qui lisaient Lawrence Buell, alors qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de gens que ça intéresse. Donc, il y a quand même quelque chose qui se passe. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on a besoin aussi justement de ce travail de refonte des imaginaires, d'autres manières de se représenter la nature et les relations avec les non-humains pour en fait agir, j'aurais envie de peut-être agir avec joie et pas simplement agir par contrainte. On a beaucoup, alors je ne sais pas si vous, quel serait l'équivalent, mais en France, on a un président qui nous a parlé d'écologie punitive. L'idée justement, c'est pas d'être dans ce rapport punitif à l'écologie, mais au contraire, y trouver du sens, et qu'à partir du moment où on développe une attention et une considération nouvelle pour les mondes non humains, tout d'un coup, l'écologie, elle devient plus du tout punitive, elle est au contraire chargée de sens en fait, et que c'est plus du tout une punition, mais c'est plutôt un plaisir de le faire. Donc voilà, on peut dire que l'art peut contribuer à ça, ce qui n'est pas rien déjà. Il donne, je vous ai repris ici là, les quatre très saillants, on va dire, pour lui, de l'imagination environnementale. Voilà, il essaie de définir, il dit que ce n'est pas des critères, hein, il insiste beaucoup sur le fait que ce n'est pas une charte dans laquelle, mais voilà, c'est des tendances qu'on retrouve pour lui dans ce qui serait l'imagination environnementale. Donc, premièrement, l'environnement non humain est présent pas simplement comme un cadre, mais comme une présence qui tend à suggérer que l'histoire humaine est impliquée dans l'histoire naturelle. 2, l'intérêt humain n'est pas considéré comme le seul intérêt légitime. 3, la responsabilité humaine envers l'environnement fait partie de l'orientation éthique du texte. 4, une idée de l'environnement comme processus plutôt que comme constante ou fait donné est au moins implicitement présente dans le texte. Donc à travers ces 4 traits saillants, on va dire qu'il y en a 2 qui sont d'ordre éthique, le numéro 2 et 3. Hein. C'est vraiment d'avoir des textes en fait, qui sont animés, portés de manière plus ou moins explicite, qui s'inscrivent on va dire, dans l'éthique environnementale, c'est-à-dire l'éthique étendue aux non-humains. Et puis les traits numéro 1 et numéro 4, eux, ils sont plutôt d'ordre poétique, dramaturgique, esthétique, dans le sens où c'est pas tellement le fait qu'il y a un discours sur la nature, mais c'est qu'on perçoit la nature ou le monde non humain justement comme une présence, comme un partenaire, comme quelque chose qui est pris dans une histoire. Et cette histoire, elle est entremêlée à celle de l'histoire humaine. Et donc ça passe par la manière dont les paysages, les animaux, toutes les entités naturelles, comment elles sont mises en scène dans les textes. Donc c'est pas tellement le fait de dire faites attention, sauvez les baleines, mais c'est aussi comment on fait exister la baleine comme un être de toute façon qu'on aura envie de sauver précisément parce que le texte nous l'a fait considérer comme une subjectivité par exemple. Voilà, donc ça c'est déjà des manières un petit peu de voir ce que ça pourrait être cette approche esthétique de cette pensée esthétique de l'écologie. Une autre personne assez importante pour en tout cas la question de l'écologie théâtrale, c'est Bonnie Maranka. Donc elle est
c'est aussi une Américaine. Elle a publié ce livre en 96, mais ça réunit des articles en fait, qu'elle a écrits entre les années 80 et 96, du coup. Bon, je vous avais remis ça parce que je trouve ça intéressant aussi de ce qu'elle va apporter, Maranka, c'est le fait justement de sortir d'une pensée de l'art écologique comme un art qui serait forcément un art vert, des textes ou des spectacles qui parleraient de la nature. Pour elle, en fait, ça ne se limite pas à ça. Et elle incite aussi sur le fait que elle ne souscrit pas aux imaginaires dominants de la pensée écologique, qui serait d'un côté l'apocalypse, la fin de tout, l'anéantissement, et puis de l'autre, ce qu'elle appelle la pensée New Age. Bon, en tout cas, l'idée que une pensée écologique serait forcément anti-technologie. Puisque les œuvres dont elle va parler, elle s'intéresse à John Cage, elle s'intéresse à Bob Wilson. Donc ce sont des artistes qui, pour le coup, ont un rapport à la technique assez marqué, mais pour elle, justement, il ne s'agit pas d'opposer nature, culture, technique, écologie. En tout cas, c'est ça la singularité de son propos. Et là aussi, je trouve ça intéressant, si je fais une deuxième citation en référence au président français qui avait dit « Je ne crois pas au modèle Amish ». Bon, vous êtes épargné de beaucoup de choses en vivant en Belgique. C'était vraiment cette idée que tout d'un coup, l'écologie serait forcément retournée dans une grotte. Bon. Donc, c'est important aussi de dire que d'essayer de penser, de créer de manière écologique ne veut pas forcément dire art brut. Voilà. Même si après la question du coût pragmatique des ressources énergétiques mérite d'être posée. Mais fin de la parenthèse. Ce que va défendre Maranka, c'est que certaines œuvres peuvent proposer des visions biocentriques du monde. Et elle associe ça à l'idée que tout d'un coup, justement, le langage humain n'est plus le seul au centre du plateau. Donc je vous ai dit, elle parle des œuvres d'Heiner Müller, de Bob Wilson, John Cage, Gertrude Stein. Voilà, c'est ce genre d'artistes-là qui l'intéressent. Donc elle associe cette vision biocentrique au fait qu'il y a une prise en compte de la multiplicité des espèces et des langages et qui sont mis en jeu de manière non hiérarchique. Et puis elle dit, voilà, ce sont des œuvres qui n'imitent pas la nature, mais qui vont créer des mondes alternatifs où les différentes espèces mènent des vies autonomes et où il y a des textes à lire dans les rochers, les arbres, les montagnes, le sable. Plus largement, elle va s'intéresser aux pièces paysages de Gertrude Stein. Et ces pièces, et là aussi, quels sont les principes esthétiques qu'on peut en retenir. Elle en retient 3. Défocalisation, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement centré sur le... Pardon, excusez-moi. Oui, on n'est pas justement orienté par la perspective dramatique d'un personnage principal qu'on va suivre, début, milieu, fin. Mais on va avoir une espèce d'attention flottante qui permet d'aller et venir entre les différents éléments qui s'offrent à la perception. La deuxième tendance de ces pièces, c'est donc la mise en équivalence. Mise en équivalence des éléments, des présences, des actions, des mouvements. Donc, une déhiérarchisation qui va avec cette défocalisation. Et puis la troisième tendance, ce sont des formes qui vont privilégier les effets d'atmosphère, la composition d'images scéniques, plutôt qu'une histoire, une intrigue, des dialogues. Donc voilà, ça, là aussi, on peut dire que ça serait 3 principes qui caractériseraient une sensibilité éco-esthétique d'après Maranka. Je vous
parle d'un dernier ouvrage. C'est celui de Carl Lavery et Claire Finberg, qui sont proposés de relire le théâtre de l'absurde d'un point de vue écologique. Alors ils sont très conscients de ce qu'ils font, hein. Ils disent évidemment qu'il y a un anachronisme, puisque en gros les mouvements politiques, écologiques n'existaient pas encore au moment où le répertoire de l'absurde s'est créé. Mais ils proposent comme ça de le relire dans cette perspective, en disant finalement c'est un répertoire, dit-il, qui questionne activement l'exceptionnalisme du sujet humain, et qui interroge aussi les valeurs anthropocentriques. En tout cas, c'est ce qu'ils vont aborder ce répertoire à travers ce type de questions. Là aussi, pour vous donner quelques éléments, ils disent finalement ce sont des pièces dans lesquelles là aussi on a une dramaturgie polyphonique, multidimensionnelle, où le langage humain n'est plus le central. Ce que met en scène le répertoire absurde, ce sont des personnages qui ne sont pas du tout glorieux, ils sont pas souverains, ils ont un pouvoir d'action, un pouvoir de décision extrêmement limité, compliqué par toutes sortes de facteurs, hein. Ils ne font pas ce qu'ils veulent, les personnages du théâtre de l'absurde, voire ils ne font pas grand-chose, ils ne peuvent pas faire grand-chose. Et puis ce sont des personnages aussi qui sont, ou des pièces plus globalement, qui mettent en scène des mondes qui paraissent incontrôlables, défamiliarisés, et ils disent finalement c'est une réalité non domestiquée. On n'est plus dans des mondes que l'on connaît, que l'on peut gérer, mais au contraire des mondes qui ont l'air de se détraquer tout seuls, ou qui ont leur propre logique de fonctionnement, et les humains à l'intérieur de ce répertoire-là ils sont plus du tout en position de domination de ce monde. Donc voilà, pour eux, ce sont des répertoires finalement qui témoignent d'une sensibilité écologique, et ils s'appuient en fait sur une notion d'un philosophe, critique littéraire marxiste, qui s'appelle Raymond Williams, et qui parlait des structures de sentiments. Et les structures de sentiments, il dit, donc je vous ai mis la citation ici, moi je la reprends en français, les structures de sentiments sont des humeurs générales et des émotions partagées qui sont fluides, en solution, pas encore précipitées comme le sont des objets cristallins ou des faits empiriques à analyser à distance. Nous définissons pour C. Williams une expérience sociale qui est encore en cours et qui souvent n'est pas encore reconnue. Mais si une structure de sentiments ne peut être quantifiée ou comprise, cela ne signifie pas, nous rappelle Williams, qu'elle est sans effets sociaux et historiques. Bien que les structures de sentiments soient émergentes ou pré-émergentes, elles n'ont pas besoin d'attendre une définition, une classification avant d'exercer des pressions palpables et de fixer des limites effectives à l'expérience et à l'action. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Cette structure de sentiments, c'est l'idée que finalement, les artistes, les œuvres vont capter dans l'air du temps quelque chose qui fait qu'il y a des changements qui sont en cours. On ne les a pas encore nommés, on ne les a pas encore théorisés, on ne les a pas encore catégorisés, mais il y a un changement comme ça qui commence à animer les manières de voir, de penser, de ressentir. Et voilà, les œuvres vont capter, c'est ça, ces structures de sentiments, c'est le fait de commencer à cristalliser, à donner une consistance à des choses qui justement sont en train d'émerger. Et ce que disent du coup Lavery et Finberg, c'est que le répertoire de l'absurde n'est évidemment pas un théâtre écologiste, encore une fois parce que historiquement ça n'aurait pas de sens, mais par contre c'est un répertoire qui du coup vient produire, en tout cas être traversé de structures, ou qui donne forme à des structures de sentiments écologiques, qui vient capter quelque chose dans l'air du temps, qui est en train de se transformer, et que de fait, quand on lit aujourd'hui ce répertoire, ça nous apparaît très évident qu'on peut le lire comme ça. Peut-être je conclue 5 minutes, c'est OK? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut plus largement, si je reprends cette idée à la fois de forme symbolique chez Panofsky ou de structure de sentiments écologiques d'après Williams, Lavery, Finberg,
On pourrait continuer comme ça à recenser un certain nombre de formes, et donc je vous en ai mis certaines, hein, c'est celles que j'avais à peu près et rapidement identifiées, à savoir donc des spectacles où les formes de présence, les modes d'attention sont distribués entre l'animé, l'inanimé, le naturel, le technique, l'organique, l'inorganique. Des spectacles où on serait plutôt dans des actions que j'ai appelées déperformantes, c'est-à-dire justement pas une action qui est toujours efficace ou prédatrice, mais plutôt des actions qui vont être ralenties, itératives, dérisoires, aléatoires, ratées. Enfin, je veux dire, si on doit se donner d'autres modèles d'action, il y a aussi cette idée de ne pas toujours être une humanité conquérante. Toutes les formes en fait qui vont justement explorer d'autres formes d'agentivité, qui vont travailler sur des points d'ancrage de la perception, de la narration, voilà, qui ne seraient pas exclusivement humains. Et puis toutes les formes dans lesquelles les significations, les émotions ne sont pas simplement liées au principe de reconnaissance, d'identification interhumaine. Voilà, ça, on va dire, ça serait un peu un ensemble de formes symboliques ou de structures de sentiments qui me paraissent aller dans le sens d'une vision écologique du monde. Le problème, et j'en parle vraiment en 2 minutes, le problème pour moi, c'est que en fait, ça marche trop bien, ce système. En fait, voilà, c'est très très ajusté à ce que des philosophes, des anthropologues ont appelé la culture environnementale, les humanités écologiques, avec l'idée que voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est replacer les humains au sein de l'environnement, replacer les non-humains au sein des domaines culturels et éthiques, et puis s'intéresser aux interdépendances entre monde humain et monde non humain. Ça, on va dire, c'est la charte de base de toutes les humanités environnementales, donc toutes les disciplines des sciences humaines et sociales peuvent appliquer ce programme. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, c'est important de le faire. Après, c'est que moi, assez rapidement, et donc je me suis rendu compte assez vite qu'il y avait comme ça une espèce d'alignement parfait entre ce qu'il fallait faire et puis ce que j'allais chercher dans les œuvres. Je vous montre un tableau. Voilà, donc ce que j'ai appelé le premier problème de ce travail pour moi aujourd'hui, c'est la dimension un peu naïve et symétrique de l'hypothèse, parce que finalement on prend les critères du TED classique et puis on dit, c'est pour ça que je vous disais mon hypothèse avec Panofsky, en disant ok, la perspective c'est ça, alors il suffit de sortir la perspective pour que le théâtre classique qui est fondé sur la centralité de l'humain, blablabla, je vous laisse lire. Et bien finalement, retournons la chose et puis on aura un théâtre éco-poétique. Alors, dans l'absolu, je pense que c'est pas complètement faux, théoriquement, mais je pense que c'est pas très intéressant ni de le constater. Et puis, une fois qu'on l'a fait, en fait, ça nous dit pas grand-chose, en fait. Le problème... attendez, juste, je reprends... Ça, le deuxième problème qui est lié au précédent, c'est justement la dimension aussi générique, puisque en fait, en identifiant comme ça des grands procédés, forcément, on rentre pas dans le détail des œuvres, et ça pose, et cette dimension générique, elle pose par ailleurs plusieurs problèmes. Le premier, c'est finalement que ça aboutit à une espèce de pensée déterministe de l'art, en disant si on fait ça, alors ça va modifier de telle manière les spectateurs et spectatrices. En vrai, j'y crois pas du tout. Donc, ce système-là, c'est une première limite. Le deuxième problème de ces effets comme ça un peu génériques, c'est ce qu'une chercheuse en danse, Isabelle Ginot, appelle le risque cosmique et anhistorique. C'est-à-dire tout d'un coup, voilà, on va célébrer le monde non humain, on va dire il suffit de se décentrer, on va ralentir nos actions, on va prêter une plus grande attention au monde autour, comme si ça se posait en ces termes-là, dans tout contexte, en tout lieu. Voilà, de quels humains on parle, de quels non-humains on parle. De fait, il y a des relations de pouvoir. Qu'est-ce qu'on en fait? Il y a des relations asymétriques. Comment ça joue? Alors que voilà, dans la généralité dont je vous ai parlé, il y a ça qui disparaît un peu. Et puis je vous disais, et quelle est la finalité critique de tout ça?
Voilà, donc ça c'était la conclusion déceptive de ces approches éco-esthétiques. Peut-être juste vous dire que comment moi aujourd'hui je continue de travailler, c'est en essayant d'inclure un troisième terme dans ces réflexions, qui est la question des émotions. Puisque je me suis... voilà, l'idée c'est de se dire finalement, l'endroit spécifique que peuvent travailler les arts, c'est peut-être aussi sur comment ils arrivent à nous troubler, nous choquer, nous perturber, nous réjouir, j'en sais rien. Enfin, travailler à partir de cet endroit-là, c'est-à-dire continuer à essayer de réfléchir à ce que peuvent en propre les artistes et les formes, mais sans chercher des principes généraux, mais plutôt après de travailler très concrètement sur des œuvres, quelles sont les figures, les procédés qu'elles mettent en œuvre pour, déjà oui, se saisir de ces questions-là, quel est leur registre, quel est le type de relation qu'elles cherchent à créer, comment elles cherchent aussi à nous impacter d'une certaine manière, et comment aussi comment les émotions qui peuvent être liées aux enjeux écologiques et qui sont très divers, ça va de l'émerveillement à la joie, à la tristesse, à la colère, à la détestation, etc. Voilà, comment tout ça circule aussi, quelles sont les circulations entre espace social et espace artistique. Bon, voilà, j'en suis là à peu près aujourd'hui. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus puisque je travaille sur ça. Mais c'était pour pas juste rester sur ça fonctionne pas, ou en tout cas, pour moi, ça atteint ses limites. Je crois que je vais arrêter là pour tenir à peu près le temps. Voilà. Et merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions que je peux prendre. Can I ask it in English? Yes. I'm interested in what you're working on yourself. You were very short on it, the emotions. You're referring to Williams. What do you think of, like, I don't know much about it, but I've read some things about affect theory, and like Williams and Lauren Berland and Kathleen Stewart, they actually seem to wanting to get rid of that word emotions and put affects in the forefront. What do you think of that tendency in those theories? Because you deliberately use the word emotions now. Je peux répondre en français? Si, Ouais. si. Alors, en vrai, le mot affect, je l'ai mis là. En fait, c'est un projet que je mène en Suisse, où j'ai mis là on a pris le travail des affects. Mais en fait, la théorie des affects, que je trouve très intéressante, mais c'est l'idée vraiment que ça joue justement sur ce qui n'est pas encore des différentiels énergétiques, des choses qui vont des ressentis qui ne sont pas encore verbalisables. Aussi ceux qui sont plutôt entre les personnes, C'est ça. Que vraiment individuels, ce qu'on associe avec les émotions. Mais du coup, pourquoi là je vais parler d'émotions, c'est qu'en fait, précisément à partir du moment où on va essayer quand même de nommer ce qui est mis en jeu, ce que nous on perçoit, ça devient verbalisable. Et donc, le mot émotion me paraît plus juste. Parce qu'en fait, si on regarde les théories des affects, de fait, c'est des théories. C'est-à-dire que concrètement, on a une pensée des affects que je trouve passionnante, mais après, une fois qu'on parle des œuvres, ça ne nous aide pas beaucoup. Voilà. Donc, après avoir beaucoup hésité, donc j'ai quand même mis dans le programme le travail des affects, parce qu'en plus, cette théorie des affects, en philosophie, effectivement, on est dans cette infra-émotion. Mais quand on va voir du côté de la psychologie, au contraire, le mot affect, il est beaucoup plus large. Il comprend aussi les humeurs. Bon, en fait, on voit que personne n'est d'accord sur l'usage des mots. Donc, ça m'a tranquillisée. Je me suis dit aussi que, comme tout le monde, je pouvais faire à peu près ce que je veux avec ces deux notions. Mais en vérité, voilà, je garde quand même la notion d'émotion. Aussi parce que justement, on peut faire une histoire des émotions, alors que les affects, en tant que quelque chose qui aurait plus aussi à voir avec une
une dimension presque hormonale, chimique, voilà, me paraît moins propice. Mais ce que j'aime bien dans le mot affect, c'est l'idée que justement ça renvoie à l'idée de qu'est-ce qu'on affecte, qu'est-ce qui nous affecte, qu'est-ce qui vient nous impacter. Voilà, donc je navigue en vrai plutôt entre les deux mots. Magnifique. Ben, on arrête là. Merci.